Bonjour Étienne Soropogui. Oui, bonjour Abouaka, bonjour les amis et bonjour à la Guinée. Tout le plaisir de vous recevoir dans ce studio. Cela faisait longtemps quand même. Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec vous ici. Et je crois que c'est une occasion aussi pour moi de dire bonne fête à l'ensemble des journalistes de Guinée, des médias de Guinée. Je crois que vous devez continuer à lutter parce que vous le faites pour notre pays. C'est aussi une occasion pour dire merci à tous ceux qui, depuis un certain temps, ont œuvré pour que la liberté de la presse soit une réalité au niveau de notre pays. Ce n'était pas évident à l'époque, pour ceux qui ne savent pas. À l'époque, c'était un combat. Il y en a qui expliquaient au président Conté qu'une presse libre, un environnement audiovisuel libre était un danger pour son régime. Et finalement, à l'époque, tout a été fait pour ne pas que cet espace soit libéralisé. Les combats ont été menés au niveau notamment de l'opposition, mais aussi au niveau de votre corporation aujourd'hui. Tout le monde est content que la presse soit libre, que la parole soit libre, et que ceux qui, à un moment donné, à l'époque, se mettaient sur cette voie, des fois courent aujourd'hui pour venir auprès de vous, pour obtenir vos services. Bien entendu. C'est en cela que nous nous battons. Parce que plus souvent, vous avez certaines personnes, ils ne comprennent pas. Pour leur petite tête, pendant qu'ils sont aux affaires, font tout pour essayer de sauver leur tête. Dès qu'ils quittent, ils se rendent compte que ça ne suffit plus. Et puis, ils courent derrière ceux pour lesquels nous nous battons, notamment pour l'ancrage des valeurs. Je crois que c'est en cela que moi, personnellement, aujourd'hui, franchement, sincèrement, voilà, je me permets, parce que je ne peux pas croire que dans cette transition, que vous ayez quelqu'un comme Dansa Kourouma qui s'est battu pour les valeurs démocratiques, qui a été un acteur majeur de la société civile et qui soit donc dans une des plus hautes autorités de cette transition et que les choses se passent de cette façon, c'est sincèrement, c'est regrettable. Vous savez, c'est un système global. Vous savez, la refondation, de mon point de vue, aurait pu être quand même, je dis, en termes d'axes à maîtriser, au-delà de faire des colmatage sur les routes. C'est aussi, il fallait s'assurer que ces principes-là, qu'on avait une prise sur ces principes. C'est fondamental. Que les acquis soient préservés. Sur ces valeurs-là, qu'on soit en train de les inverser au profit des populations. Parce que c'est en cela que tout le monde gagne. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que vous êtes plus ou moins persécutés. C'est le cas, comme pour nous, moi par exemple, mon parti politique, je vous entends souvent dire, le mouvement de nos valeurs, c'est un parti politique. On refuse de légaliser. Donc on a tous les éléments pour que cela soit fait, simplement parce qu'on a un discours que les gens n'aiment pas. Vous savez, on ne peut pas continuer à construire notre pays. Donc finalement, frapper au même bâton. Il y en a qui m'ont dit, Etienne, entretiens un discours de nature à ce que tu puisses les... Je dis, je ne fonctionne pas comme ça. Nous avons des engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. On ne peut pas monnayer nos engagements et réduire notre parole simplement parce qu'on a besoin d'avoir quelques... Faire la courbette pour obtenir un agrément. Je crois qu'il faut continuer. C'est en cela qu'il faut continuer à lutter. Et je vous demande de continuer à le faire. Vous le faites très bien. Vous êtes l'un de mes médias préférés. Merci. Et je constate que vous êtes en train de faire des travaux pour la télé, en bas pour la télé. Bien sûr. En remontant, j'ai vu ça. Il faut continuer à travailler. Parce que vous le faites même pour ceux aujourd'hui qui sont en train de vous mettre des bâtons dans l'eau. Parce que demain, ils viendront encore vous voir pour dire aidez-nous. Parce que je suis en train de... Parce qu'ils ne seront pas au pouvoir dans quelques jours. Ils ne seront plus là. Et demain, ils seront dans la rue, en train d'être persécutés par notre régime qui sera là. Cette fois-ci, parce qu'ils auront commis des choses totalement désagréables au détriment de notre pays. Et ils viendront vous voir pour que vous les aidez. Je crois que c'est en cela que vous devez continuer à travailler, parce que vous le faites aussi pour eux. Bien dit. C'était donc l'entrée en matière. On va marquer la pause avant de nous plonger dans le vif du sujet, cette fois-ci au plan politique, avec notre invité dans la troisième partie de cette émission. On revient dans quelques minutes. Bien, Talibé, donc à présent on va aborder le volet politique de cette interview avec notre invité précis du jour, M. Étienne Soropogui, président de NVC, Nos Valeurs Communes, parti membre de l'ANAD et des Forces Vives de Guinée. Allez-y. Alors, M. Étienne, la dernière rencontre entre le Premier ministre et les Forces Vives sous l'égide des religieux, c'était le mercredi dernier. Depuis, il n'y a eu, en tout cas, à part les propos d'espoir prononcés par Monseigneur Jacques Boston, il n'y a eu aucune déclaration officielle, non seulement sur ce qui a résulté de cette période de médiation depuis le 12 mars, mais non plus rien par rapport à la suite de cette médiation. Qu'est-ce qui se passe? De la part de qui? Des religieux?
des religieux et du gouvernement. Bon, c'est vrai qu'après, je ne peux pas ici reprendre de ce que doivent faire les religieux. Qu'avez-vous appris? Moi, je suis peut-être quand vous êtes en relation avec eux. Un acteur de la classe. Cela fait, je crois, une semaine. Une semaine que la dernière rencontre a eu lieu entre les religieux et vos représentants. On a suivi la déclaration de Monseigneur Jacques Boston qui a dit que ce qui n'était pas possible hier, ce qui était impossible hier est devenu possible. Donc c'était un message d'espoir qui a traversé l'opinion. Et depuis, vous vous êtes retiré de ce processus. On n'entend plus rien. Ni de déclarations, aucun mot venant ni du gouvernement, ni de la médiation, donc des religieux. À quel sens se vouer finalement? En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'on discute avec certains parmi les religieux, ils se sentent humiliés. C'est ça la réalité. Wow. Parce qu'en réalité, ils avaient pris des engagements vis-à-vis des acteurs de la classe politique que nous sommes. Il vous souviendra que quand nous avions lancé le mot d'ordre de manifestation, je crois que c'était pour le 9 mars. Le 9 mars, le gouvernement est venu en courant pour demander aux religieux d'intervenir pour qu'ils puissent obtenir un report par rapport à cette manifestation. Ouais. Ils nous ont appelés, séance tenante, mais je crois qu'avant que cet appel ne soit fait, l'imam a pris soin d'avoir au niveau des autorités, au plus haut niveau, d'avoir des assurances pour dire est-ce que si j'intervenais, si je dois intervenir, est-ce que vous me garantissez qu'on peut obtenir quelque chose? Ils ont dit il n'y a aucun problème, vous aurez tout ce sur lesquels vous allez vous accorder. Ouais. Donc c'est à ce titre que l'imam a pris l'imam Mohamed Saliou a pris la responsabilité sur lui, en compagnie effectivement des autres religieux, de nous interpeller. Et je crois que par rapport au respect que nous avons pour je dis, ces religieux-là, pour la religion en général pour notre pays, au respect et considération que nous avons pour eux, nous avons accepté de les écouter d'abord. Et après, nous avons, au regard des engagements qu'ils ont pris, accédé à la demande qui a été formulée. Ce n'était pas évident, c'était sous le fil du rasoir. Ouais. Et tout le monde sait qu'à l'époque, ce mot d'ordre de manifestation, je dis la psychose que ça créait au niveau de la cité. Ouais. Nous avons par responsabilité, on ne fait pas ça parce qu'on veut aller en guerre, par responsabilité, accepter d'accéder à cette demande. Dieu seul sait qu'à l'époque, il y avait plusieurs personnes au niveau de nos militants, même certains responsables, ils étaient fermement opposés. Ils ne voulaient pas qu'on accède à cette demande. Nous avons fait violence. C'est décidé à en découdre. Moi, je suis par nature un bout de feu. Par nature, j'aime bien aller, mais on a dit, la confrontation, il faut travailler à construire. Parce qu'encore une fois, j'ai la conviction ferme que notre pays ne se construit que dans le dialogue. Bien entendu. Notre démocratie n'est pas une maison qu'on construit. Ce n'est pas une maison qu'on doit bâtir. C'est une démocratie. C'est un dialogue qu'on doit construire au jour le jour. Au jour le jour. Donc je suis convaincu que ça se fait aussi comme ça. Donc on a essayé de travailler à inverser, je dis en interne, le sens du débat, de nature à ce que les uns et les autres acceptent d'accéder à cette demande. C'était pas évident. Accepte de se déradicaliser. Bien sûr. Parce que c'était pas évident. Et finalement, je crois que cela a été fait. Nous avons commencé à discuter. Alors, moi j'étais là, le tout premier jour au début, des discussions. Nous sommes arrivés. Entre-temps, il y a eu l'arrestation de Abdoul Sako. On a dit non, encore une fois, allons quand même. On était de bonne foi. On a suffisamment montré notre bonne foi. Sinon, c'est ici même, on avait annoncé à un moment donné que si on se rendait compte que nous partions dans ces discussions pour perdre du temps, on allait se retirer. Donc, dans le cadre de ces discussions, nous sommes allés, malgré l'arrestation d'Abdoul Sako, qui était quand même un grain de sable qui était venu se mettre gripper la machine. Gripper la machine. Et finalement, pendant les discussions, ils nous ont dit, le Premier ministre est là, acceptez d'aller dans la salle. Nous nous avons dit non, nous ne pouvons pas accepter d'aller dans la salle dès l'instant que vous avez une personne, un des leaders de notre mouvement qui est arrêté, qui est en maille avec la justice. Même pas la justice, parce qu'à l'époque c'était la gendarmerie. On ne comprenait pas les conditions dans lesquelles il avait été arrêté.
Alors, le Premier ministre a dit non, ok, je suis en train de... Je vais appeler. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le premier responsable de l'administration de notre pays. Je vous dis qu'il a appelé devant nous des responsables de la gendarmerie. À peine ils ont décroché. Attention, à peine ils ont décroché. Après, ça a tourné. Alors, on se posait des questions pour dire, attends, est-ce qu'on peut même continuer dès l'instant à discuter avec ces gens-là, dès l'instant que le premier responsable est incapable de régler ce petit problème-là. Il n'a aucune marge de manœuvre. Ça pose un problème. Il était de bonne foi, on sentait qu'il était... Bien sûr. Il est resté 4 heures de temps d'horloge. Il était là à essayer de trouver une solution. Manœuvrer dans tous les sens. Les gens le suivaient. J'ai pris mon téléphone personnellement. Parce qu'après, il s'agissait d'aider pour que les choses avancent. Parce qu'à l'époque, pour nous, on voulait s'assurer que Sako ne pense qu'on l'a abandonné, que nous avons accepté d'aller discuter, alors que lui, il est en difficulté. Alors qu'on fait ça, on est dans le même combat. Bien sûr. Donc, j'ai souhaité discuter avec lui pour l'expliquer que, en réalité, nous acceptons d'aller dans la salle, mais pour annoncer que nous n'allons pas dans le fond des débats, mais qu'il accepte ça, quoi. Alors, j'ai appelé Maître Béa, qui est l'avocat de Sako. J'ai demandé à Maître Béa, est-ce qu'on peut parler à Sako? L'imam était arrêté. Il se trouve que Maître Béa dit, il faut que je passe le téléphone au responsable de la gendarmerie. J'ai insisté. Comme il ne prenait pas le téléphone, j'ai passé le téléphone à l'imam. L'imam m'a dit, est-ce que je peux parler à Sako, monsieur? Le monsieur dit, le responsable de la gendarmerie, un certain colonel, il dit que lui ne parle pas à un imam. L'imam m'a dit, vous n'êtes pas guinéen, monsieur? Vous refusez de me parler parce qu'on est en train de travailler pour... Il dit, je ne parle pas à un imam. Réglez ça avec ma hiérarchie en haut, je ne parle pas à un imam. Mon Dieu. Et finalement, comprenant que les imams étaient en train de faire un travail vraiment en faisant violence sur eux, nous avons accepté d'entrer dans la salle pour aller tenir ces discours. Alors, vous voyez, non? Les discours ont entamé. Le PM, quand il est arrivé pour la première fois, ce qu'il nous sert, c'est de dire revenez dans le dialogue. Dans le cadre du dialogue qui existe déjà. J'ai pris la parole pour dire, mais attendez. Je crois que l'imam a senti qu'on était sur un ton assez sérieux. Je crois qu'il a trouvé un moyen que je ne parle pas. Et finalement, je crois que les discussions ont continué. Mais on avait pris soin, si vous vous rappelez, de dire que si on se rendait compte que dans le cadre de ces négociations, que ces consultations ne servaient à rien et qu'on perdait notre temps, on allait prendre les responsabilités qui s'engageaient et en tirer les conséquences et nous retirer. Je crois que c'est ce que nous avons fait. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien d'aller discuter là-bas. Quand vous êtes dans un pays où des autorités morales, comme des religieux, au plus haut niveau, ont été ridiculisés et humiliés, ils ne parviennent pas à régler des détails de cette nature-là. Vous avez un Premier ministre, chef de gouvernement, premier responsable de l'administration, qui a même dit dans la salle qu'en réalité, que lui-même il a été humilié, il l'a dit. Ce sont ces termes. Il a été humilié. Mercredi dernier. Mais il a dit que c'est quand il a mis son pied dans la fourmilière qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, que les choses sont dysfonctionnantes dans le pays. Et qu'en réalité, ce qui se passe globalement, c'est aussi de l'injustice portée à l'encontre des acteurs qui luttent pour notre pays. Et que vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel il se bat, mais que dommage, non mais attends, encore une fois, il peut... c'est ça la réalité. Il s'assume. À un moment donné, on peut mettre le doigt dans la plaie. À un moment donné, il faut dire les choses comme ça. J'étais là, c'est le compte rendu, je n'étais pas là, c'est vrai, mais c'est le compte rendu qui a été fait. Et qui a malheureusement, il faut comprendre qu'au niveau de leur camp, qu'il y a des faucons dont il faut en tenir compte. Je le disais ici, malheureusement, vous avez beaucoup de personnes comme ça qui ne veulent pas que les choses avancent parce qu'ils ont peur pour leur petite. C'est les faucons qui ont pris le dessus. Si demain, aujourd'hui, je dis la composante la plus représentative de notre classe politique parvenait à se mettre autour de la table et avoir les choses à dire, je crois que c'est important à un moment donné, dans le cadre du débat. On a fait violence sur nous. À chaque fois qu'on sortait de ces débats,
de laisser le soin aux religieux de faire le compte rendu. De faire le compte rendu, voilà. On a vu que pendant plus de mois, vous avez gardé le silence. Hein. C'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler. Ouais. Mais Étienne, comment comprendre que le mois ou la trêve naturelle, comme le dit Talibé Bari, qui s'est imposée à tout le monde, même à vous, Force Vive, au sein desquelles tout le monde, en tout cas, n'embouchait pas la même trompette sur ces négociations avec le gouvernement de transition sous la médiation des religieux. Comment comprendre que cette trêve naturelle, je veux dire, le mois saint de Ramadan, n'ait pas été mise à profit? Quand même un long mois qui n'aura pas permis d'obtenir la moindre avancée possible sur vos préalables. Parce que, encore une fois, les préalables dont il a été question, c'est pas, à tout point de vue, c'est pas de la montagne à déplacer. Pas du tout alors. Sur quel point concret vous pensiez, en acceptant d'aller dans cette médiation, qu'un minimum de concessions aurait été obtenu de la part du gouvernement? D'abord, sur la question de la levée des préalables. Bien. Très honnêtement, moi je pensais que la mesure sur les contrôles judiciaires aurait été levée aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne me bats pas pour ça. Je m'en fous qu'elle soit levée ou pas. Ouais. C'est important que les gens l'intègrent. Bien. Moi, j'étais en prison. Et à partir de la prison, j'avais eu à l'époque des sollicitations pour en sortir, en courbant l'échine, en demandant pardon. J'ai refusé. Ouais. Alors, c'est pas pourquoi les gens peuvent penser qu'en étant dehors, je peux trembler encore une fois. La prison, c'est un tournoi pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Vous pouvez aller là-bas et vérifier. Si on te dit de sortir, tu cours par la première porte, tu en sors. Si tu as refusé de faire ça, ce n'est pas des petits trucs où tu peux te promener. Alors, ça me dit absolument rien. Ouais. Ni d'y aller aujourd'hui ou demain, ça me dit absolument rien du tout. Ouais. Revenez sur votre question. Ouais, sur les préalables. On rappelle que vous aviez été... Le minimum. Vous avez parlé de la levée du contrôle judiciaire c'est vrai qui frappe 9 leaders. On savait qu'il y aurait eu des difficultés. Oui, accepté, hein. Encore une fois, vous dites, il y a eu un préalable qui a été la libération d'Abdoul. Non, ça ne faisait pas C'était un pré-préalable. Non, c'était un pré-préalable. Encore une fois, avec Akumba, ça ne faisait pas partie des préalables. Là-bas. Est-ce que vous auriez continué à siéger ça à l'époque? C'était une question préjudicielle. Une question préjudicielle, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de terminologie, on peut monter dessus. C'est un préalable. Moi, je pense que monsieur le Premier ministre n'a pas su communiquer sur cet aspect-là parce que... Non, encore une fois, Akumba. Il va répondre. D'accord, allez-y. Voilà, sur les préalables. Vous avez dit ici que... Quand nous arrivons, nous avons les préalables qui étaient énumérés, qui étaient connus de tous. Alors, si on vient entre-temps, on arrête Akumba... comment il s'appelle? Abdoul. Désolé, Akumba. Abdoul Sako. Si on arrête Abdoul Sako, je crois qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte des préalables. Bien. Donc, nous avons dit à l'époque, c'était une question préjudicielle qu'il s'agissait de lever pour qu'on aille discuter de ces préalables. Je crois qu'après, les préalables, la difficulté autour de ces préalables, à part la levée de nos contrôles, c'était aussi la question en lien avec le retour des grands leaders, des mastodontes, le président Selou, le président Sidia. Après un moment donné, selon ce que nous avions appris, des accords avaient été trouvés sur la question en lien avec la levée de nos contrôles judiciaires. Je crois que même la libération de nos frères, que je salue d'ailleurs ici, les Foniqués, Ibrahim et puis Bilo. Sans oublier le cas de Sekouya. Selon ce qui nous avait été rapporté par les religieux qui étaient entre nous, disaient que cela, on avait obtenu plus ou moins des engagements des concessions vis-à-vis de ça. Et des engagements, je vais aller là-dessus, dans la brèche. Est-ce que c'est en cela que vous avez constaté les démarches du PM à un moment donné de recevoir des magistrats et puis après qui a été interpellé par le ministre de la Justice. Est-ce que vous y avez vu justement le prolongement de cette démarche-là de faire libérer les Foniqués? Je crois que comme nous, vous vous êtes posé quand même des questions. Évidemment. Bien sûr. Le ministre de la Justice, il n'est pas l'appareil judiciaire. Attention, il ne faut pas qu'on confonde. Il est de l'exécutif. Et la deuxième personnalité de l'exécutif, c'est le Premier ministre, qui porte en lui aussi une certaine politique judiciaire de l'État. On va comprendre que le ministre, quand même, ça pose un problème. Après ce que nous dit, c'est que nous dit malheureusement. Oui, pas sur les magistrats de siège quand même. Le premier responsable des magistrats de siège au sein du gouvernement, c'est aussi le Premier ministre. Akumba, s'il vous plaît. Après, c'est lui qui délègue une partie de ses prérogatives au ministre. Le président lui délègue une partie. Pourtant, on a dit que les magistrats de siège sont indépendants. On ne peut pas comprendre
Quand après on pense que c'est un jeu aussi. De toute façon, on est en négociation. On est en négociation politique. Moi, j'étais en prison. Quand je sortais, est-ce qu'on a demandé à un magistrat de me faire sortir le 5 septembre. Oui, mais vous pensez qu'on est en démocratie? Non, je crois qu'il faut savoir placer les choses. Je suis pressé d'avoir mon temps de questions. Non, le tour à Manu avant. Parce qu'il faut qu'on chauffe notre leader. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on l'aime, Étienne. Voilà. Il me fait perdre le filon. Oui, pardon. Donc, il y avait la question de la levée du contrôle judiciaire sur 9 leaders des forces vives, et aussi la question, le cas Founike Mengue et compagnie, le retour des grands leaders, et la levée de l'interdiction des manifestations, sur les voies publiques. La réalité, c'est que quand tout a été posé sur la table de manière assez éloquente par l'ensemble des représentants des forces vives, je crois que le Premier ministre a noté. Mais il a dit qu'il allait voir qui de droit. Et je crois que des engagements, en tout cas, lui avaient été donnés pour travailler pour que les choses soient levées au fur et à mesure. Je crois qu'on savait aussi que la difficulté, on aurait des difficultés sur la question en lien avec le retour des leaders. Ça, on savait. Mais bon, après, pour nous, c'était aussi fondamental qu'on ne travaille pas à exclure des gens. C'était un engagement que moi, je sois, comment on appelle, que la mesure sur mon contrôle judiciaire soit levée. Oui, je suis d'accord. Mais je ne m'associerai à personne pour exclure un leader politique en Guinée. Je me battrai pour que cela ne soit pas. Parce qu'encore une fois, notre avenir ne se trouve pas dans ce genre de choses. Donc finalement, ça n'a pas marché. On a discuté, on a essayé. Je sais que il n'y a eu aucune concession. Je sais que le peuple de Guinée aujourd'hui comprend que nous avons fait le maximum d'efforts. Nous avons suffisamment montré notre bonne foi. À trouver une solution apaisée aux solutions de notre pays. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, la conclusion qu'il faut tirer de ça, la conclusion qu'il faut tirer de ça, c'est que il n'est plus admissible pour nous de discuter au niveau domestique avec un quelconque acteur. C'est fini ça. Ouh là là. Mais c'est terminé ça. Si les religieux n'ont pas été capables, des gens que nous respectons, qui étaient engagés à tout faire, à travailler, à nous mettre ensemble, nous ne parlerons plus au niveau interne avec un acteur local. C'est fini, c'est terminé. Parce que ça ne sert à rien du tout. Nous avons, dans le cadre de nos préalables, des discussions qui devaient se faire sur le contrôle de nos partenaires, notamment la CEDEAO et le G5. Si nous devons dorénavant aller dans le cadre des discussions, avec ce gouvernement, ça doit se faire dorénavant directement avec nos partenaires. Ce n'est plus possible pour nous parce qu'on n'obtiendrait rien, on perd du temps. Oui, mais on perd du temps inutilement. Est-ce que si c'est religieux que vous respectez tant, vous reviennent cette fois-ci avec des gaz et peut-être même des engagements écrits que des concessions seront faites, vous ne pouvez pas. Tu peux bien rêver, Talibé, honnêtement. Je pose avec un ou des si, on met Paris en bouteille. Sincèrement, Talibé. Non, parce que c'est important que. Avec des actes. Si ces religieux reviennent avec cette des fois-ci, actes. Vous les avez acceptés dans un contexte où personne n'y croyait. Et pourquoi vous réfugieriez une nouvelle main tendue de ces religieux? Talibé, vous savez que vous-même, vous serez les premiers. Si elle venait. Vous serez les premiers à nous dire, mais vous êtes naïfs, mais vous ne comprenez rien du tout. Encore une fois, le dialogue, ce n'est pas je me rappelle, quand nous avons décidé d'accepter, c'était aussi par stratégie. Quand nous avons accepté, je crois que il a dit une fois ici, quand nous avons accepté, en faisant violence sur nous, d'aller discuter, on savait qu'on allait absolument rien obtenir, on savait. Mais il fallait montrer au peuple de Guinée que nous sommes de bonne foi et que nous travaillons à obtenir quelque chose. Mais on était assez dubitatifs, assez pessimistes sur la question. Les faits ont donné raison, notamment à Diabati Doré. On ne peut plus, naturellement, Diabati Doré qui n'était pas du tout d'accord, qui n'était pas sur la même ligne que vous. 2 mois après, ce qu'on vient nous servir à la dernière rencontre, c'était quoi? Rejoignez le cadre du dialogue. Non, c'était que vous attendez le retour du ministre Charles White. Eh bien, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que le Premier ministre a dit. Désolé, attendez, il est malade. Ça veut dire qu'il est impuissant. On ne sait pas quand il est impuissant. Mais c'est ça la réalité. Et que c'est Charles White finalement l'obstacle. C'est ça. Attendez le retour du ministre Charles White. Le Premier ministre qui vous dit ça, un de ses ministres. Bien.
Allez, on va tourne en rond et on perd du temps. On va prolonger le débat avec Étienne Sropogui dans un court instant. Suite de cette interview avec vous, Manu, nous sommes toujours en compagnie de notre invité prestige, Étienne Sropogui, président de NVC, parti membre de l'ANAD et des Forces vives de Guinée. Allez-y. Moi, j'ai deux petites questions. Je suis bien curieux de comprendre par rapport à chacune de vos revendications, quelle est l'explication qui vous a été donnée par le Premier ministre, point par point. Qu'est-ce qu'on vous a dit qui pourrait expliquer le fait que telle revendication ne peut pas être atteinte ou bien peut être atteinte ou alors est assujettie à tel obstacle. Deuxièmement, pendant que, évidemment, c'est... Oui, allez-y. Je crois que sur la question, quand nous avons commencé à discuter avec monsieur le Premier ministre, il a quand même pris soin d'écouter, il a pris note, il a écouté toutes les réclamations que nous avions. Comme je l'ai dit tantôt, ces réclamations ont été éloquemment bien présentées par l'ensemble des représentants qui nous étions dans la salle. Je crois qu'il a pris bien soin. Et il est revenu pour dire effectivement que sur ces réclamations, qu'il travaillait au niveau notamment du gouvernement à faire en sorte pour qu'elles soient traitées au fur et à mesure. Donc il avait même annoncé, séance tenante, que la question en lien avec la levée de nos contrôles judiciaires était presque obtenue. Ouais. La question en lien avec la libération des forniqués était plus ou moins obtenue, en tout cas selon les annonces qui ont été faites dans la salle. Ouais. Alors, il a souhaité que sur les autres questions, notamment le retour des leaders, que ce n'est pas une question qui est à exclure, mais qu'il fallait quand même lui donner encore le temps de travailler à ce qu'on puisse purger cette autre question. Je crois que c'est comme ça que cela s'est passé. Ouais. Après, au fur et à mesure, quand il arrive, on n'obtient rien. Il prend les engagements qu'il y travaille. Je crois que l'une des toutes dernières rencontres, c'était vraiment pour que ces choses soient levées. Ouais. Nous-mêmes, on discute avec des diplomates. La dernière fois, à la rencontre de la semaine dernière, m'appelaient pour dire, Étienne, on va être content parce que bientôt tu vas pouvoir aller te soigner, rigoler comme ça. Bien sûr. Mais après, finalement, on se rend compte que les choses sont totalement bloquées. Sont restées à l'état. Parce que le mercredi dernier, le PM, il était attendu avec du concret. Mais si vous avez remarqué quelque chose. Dans les mains ou sous les bras, quand même. Si vous avez remarqué quelque chose, à notre première rencontre avec le PM, il était venu avec une délégation quand même du gouvernement, composée du ministre Mori Kondé et du ministre des Affaires étrangères, Mori Sanda. Mori Sanda. Ouais. Ils étaient venus ensemble. Après, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des discussions, eux, ils ne venaient plus. Oui, il était seul. Il était tout seul. On l'a fait remarquer ici. Il était seul. On a eu le sentiment qu'ils étaient plus à l'aise à être avec les autres que nous autres après. Un général sans troupe. Il était tout seul. Ouais. Et à un moment donné, on a même appris qu'il ne venait même plus parce qu'au sein du gouvernement, les gens étaient... Certains étaient hostiles à ce qu'ils continuent à discuter avec nous. On aurait même appris que quelqu'un des ministres aurait dit « Vous perdez votre temps là-bas ». Alors, vous pensez qu'on doit continuer à jouer avec ça? Nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis du peuple de Guinée. Bien. C'est la démocratie, il n'y a pas d'alternative à cette démocratie. Bien. Nous devons urgemment aller aux élections pour que le pouvoir soit rendu au peuple. Bien. Il y a pas de parlant d'élections, parce qu'on a vu Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire, face à d'autres acteurs politiques la semaine dernière pour faire un point sur le niveau d'exécution du chronogramme. Effectivement, et vous faites bien de parler d'aller aux élections impérativement. Pendant que ces discussions tantôt démarrent, tantôt s'arrêtent, Mori Kondé en tout cas défend la mise en œuvre du chronogramme qui de son point de vue évolue. On parle même d'une enveloppe de 6 000 milliards de francs guinéens qu'il va falloir mobiliser. Est-ce que vous avez déjà la même perception que lui par rapport à l'évolution donc, du chronogramme d'un point de vue acteur politique? Est-ce que vous sentez que les choses évoluent telles qu'il le dit? Et si elle évolue aussi bien qu'il le dit, est-ce que, dialogue ou pas, étant donné que ça évolue, vous allez quand même accompagner? Mais écoutez, il n'y a que lui qui voit que ça évolue. Je crois qu'on est tous d'accord que absolument rien n'avance par rapport au calendrier des élections. En tout cas, au calendrier du retour à l'ordre constitutionnel. J'ai entendu parler de 6 000 milliards. Près de 6 000 milliards. Ça ressemble plus à une rançon qu'à un budget. Ouh là là. C'est-à-dire que non, mais ça ressemble... Attends, je vous explique. Bien. Ça ressemble plus à une rançon qu'à un budget.
C'est-à-dire que c'est comme un gangster qui attrape un otage et dit, pour que je vous le rende, vous me payez tel montant. Telle somme, ouais. C'est-à-dire que, alors comme pour dire, vous tenez à votre démocratie, pour qu'on vous la rende, vous payez telle somme. Mais sinon, on n'en sortira pas. En réalité, ça revient à quoi? Nous, je me rappelle, les élections, quand tu organises des élections en Guinée, au maximum, au pire des cas, tu as un budget de 50 millions de dollars. C'est-à-dire que quand tu as envie, et là ce coût-là, c'est quand tu veux partir de zéro, à part quelques urnes. 50 millions de dollars. Là, c'est pas, tu veux... Donc autour de 500 milliards. 500 milliards. Ouais, 500 milliards. C'est vraiment, sinon tu peux le faire avec 30 milliards, et 300 milliards ou 400 milliards. Ouais. Tu peux le faire. Ouais. Laissez-moi finir. Ça d'ailleurs était toujours la fourchette. La fourchette. La fourchette de ça, budget. Ça, c'est plus ou moins quand vous partez. Les 500 milliards, c'est quand vous souhaitez partir de rien. Ouais. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça veut dire que vous devez presque tout acquérir en termes de matériel, en termes de documents électoraux. Mais il se trouve que dans le schéma actuel... Mais une précision quand même que je veux, c'est est-ce que ces 50 millions de dollars dont vous parlez, c'est pour une élection ou c'est pour j'explique. tout un processus des élections de la base au sommet j'explique. tel que c'est défendu actuellement? J'explique. Alors, quand vous prenez une élection, vous construisez ce qu'on appelle le tronc central de l'élection, c'est le fichier électoral. Vous savez, dans le fichier électoral, vous avez la liste électorale et la cartographie des bureaux de vote. C'est tout ça qu'on appelle le fichier électoral. Dans le cadre de sa constitution, vous ne faites pas ça pour chaque élection. Vous faites ça pour une élection, ça devient le tronc commun pour l'ensemble des élections. Les autres activités sont des activités d'acquisition. Mais vous avez déjà les urnes. Vous avez quelques isoloirs. Alors, ce que vous achetez, c'est les documents comme les bulletins de vote, c'est comme les PV, les procès-verbaux, c'est comme les scellés, et puis peut-être quelques activités de formation. Donc, quand vous avez mobilisé 500 milliards pour construire le tronc commun du fichier, vous avez acquis quelques dossiers. Après, pour les autres élections, vous ne payez pas la même chose. Vous payez presque pas la même chose. Donc, quand on veut respecter les standards, oui, on peut aller jusqu'à... Pour l'ensemble des élections, un maximum 100 millions... 100 millions... Ou peut-être... 100 milliards de... Ou 100 millions de dollars. Ou peut-être on aurait pu tolérer 50 millions pour chaque élection, c'est-à-dire le référendum, les communales, la législative, la présidentielle, on en serait à 2000 milliards. Oui, au pire de cas, comme je vous dis encore... Avec le référendum. Comme je vous dis encore une fois, quand on a organisé une fois les élections, on a des acquis en termes de matériel. On n'est plus amené à acquérir ces matériels-là. Donc les urnes, on n'achète plus. Je crois que dans le cas de la Guinée actuellement, on n'a plus besoin d'acheter des urnes. Nous avons suffisamment d'isoloirs aussi. Peut-être qu'on peut trouver quelques compléments. On a quoi? On a beaucoup d'autres documents, d'autres matériels. Et c'est vraiment un connaisseur de la chose électorale qui en parle. Après, on travaille bien sur le ancien directeur des opérations. Et l'établissement du fichier, ça naturellement, il y a des choses à engager. Quoique le fichier tel qu'il se présente aujourd'hui, on n'a pas besoin de retravailler dessus. Alors, ce qu'ils veulent faire... Donc, vous êtes pour un toilettage du fichier existant? Ce qu'ils veulent faire, c'est l'arrimage. On n'en sortira jamais. Vouloir arrimer la génération du fichier électoral au RAVEC, mais c'est totalement illusoire. C'est-à-dire que des pays comme le Sénégal, c'est inscrit en termes de perspectives décennales. Ils sont loin de vouloir faire ça. Ils ne peuvent pas le faire maintenant. La Côte d'Ivoire n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. Si on s'engage dans ça, il n'y aura pas élection. Parce que tant qu'il n'y a pas fichier électoral, il n'y aura pas élection. Je vous pose la question. Donc on n'en sortira jamais. Tout au moins, on peut, en termes de perspective, comme vous l'avez dit, entamer, mais indépendamment justement du processus électoral. Est-ce que ça, mais absolument, encore une fois, ça fait partie des recommandations qui ont été formulées par les équipes de l'OIF, des experts qui étaient venus à la fois en Guinée et dans beaucoup de pays pour dire que travailler sur le long terme, en termes de perspective, sur le long terme, à faire en sorte pour que votre fichier électoral soit issu du registre d'état civil. Vous y travaillez, mais tu ne peux pas faire ça maintenant. Non, si tu décides de faire ça maintenant... Pas maintenant pour que... non, mais ce n'est pas possible. Pour que le fichier ce n'est matériellement pas possible. Je ne vous parle pas de la politique, là. Matériellement, et les gens qui ont établi, comment on appelle, qui ont travaillé sur le chronogramme, ceux qui sont arrivés, les techniciens de la CEDEAO, ils étaient d'accord avec les techniciens de la Guinée que ce n'est pas possible. Hein. Bien. Moi, j'ai discuté avec certaines personnes. Qu'est-ce qui a changé entre-temps?
Mais après, c'est un discours que Mori tient, mais qui n'a aucun sens à dire qu'il peut pouvoir le faire. Ce n'est pas possible de le faire. C'est connu de tous les techniciens savent que, même les diplomates sont d'accord que on ne peut pas arrimer les deux. Mais après, quand ils présentent les chronogrammes, ils présentent les résultats des travaux, ils font tout pour présenter comme s'il y avait une possibilité de... C'est une façon de piéger le débat. J'ajoute que je suis vraiment d'accord avec vous. On n'a pas utilisé les mêmes mots. Vous avez parlé d'arrimage. Effectivement, je disais aussi que on ne pouvait pas, si vous voulez, faire en sorte que le chronogramme soit déroulé de façon effectivement chronologique, de sorte que toutes les activités dépendent des autres. Là, je suis d'accord. Maintenant, une fois encore, supposons que vous avez parlé de 50 millions de dollars, rien que pour le processus électoral, au maxi, puisqu'on parle de communal, de législatif et de présidentiel, on peut majorer jusqu'à 100 millions, ce qui nous ferait à peu près 1000 milliards. Ça. Rien que pour les élections. Maximum. Maintenant, indépendamment, est-ce que vous pensez que pour les autres faits, parce que Mouri a dit que par exemple pour le RGPH, et ça aussi je l'avais dit, il y a déjà des partenaires dessus qui ont presque donné plus que ce qu'on attendait d'eux et qu'on a obtenu déjà le montant qu'on veut pour le segment RGPH. Maintenant, pour le RAVEC, supposons aussi qu'ils peuvent avoir un autre partenaire qui donne l'argent pour le RGPH. Ainsi de suite. Est-ce qu'ils peuvent quand même dérouler ça à côté, pourvu que cela n'entame pas le processus électoral lui-même, le nettoyage du fichier, et puis ainsi de suite, pour qu'on tienne les élections dans les délais et que les autres activités continuent même au-delà de la transition RGPH, RAVEC. Vous êtes bien d'accord avec nous que quand nous disons le calendrier du retour à l'ordre constitutionnel, c'est le calendrier en lien avec les élections. Ce qui nous permet très rapidement de sortir de ça. Ouais. Et moi, je suis autour de ça. Après, la question sur le RGPH, je n'en vois pas la pertinence actuellement. Bien. Et surtout qu'il ne faut pas prendre les ressources que nous avons. Dès l'instant qu'on est sûr qu'on peut trouver des ressources disponibles ailleurs pour financer ce genre d'activité, il ne faut pas non plus... Bien. Piocher dans la caisse. Bien. La parole à Koumba et Cabinet. Voilà. Je pense que malheureusement, on aura du mal à donner la parole aux auditeurs parce qu'il ne reste plus que 5 minutes. La question qui fâche, la question que tout le monde attend, oui, allez-y. Je risque de tirer le débat vers le bas parce que j'ai envie de revenir un peu en arrière. Bien, allez-y. Vous savez que dans une comédie, dans un théâtre, il y a quand même les comédiens et les spectateurs. Vous êtes allé à un dialogue avec l'équipe gouvernementale sans qu'il n'y ait un mandat. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu que M. le Premier ministre vous ait présenté son mandat, c'est-à-dire les limites dans lesquelles il pourrait agir. Vous n'en avez pas fait un souci, mais j'aimerais rappeler ceci. L'ancien Premier ministre, M. Mohamed Beavogui, voulait conduire un dialogue franc et sincère avec les acteurs politiques et il souhaitait en avoir mandat. Il ne l'a pas eu, il est parti comme il est parti. Dr Bernard Gomou a affiché toute sa volonté pour conduire un dialogue avec la classe politique, l'ensemble des forces vives sous le leadership des religieux, mais j'imagine qu'il n'a pas eu mandat. Première petite question, est-ce que vous serez d'accord que vous, membres des forces vives, et M. Mohamed Beavogui et M. Bernard Gomou, vous avez tous été victimes du même diable? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voulais quand même vous poser, c'est de savoir, vous venez de dire qu'il n'y aura plus de dialogue. Et moi, c'est que... pas dit ça. Ah d'accord, vous n'allez plus dialoguer. À l'interne. Avec les acteurs domestiques. Avec les acteurs domestiques. Nous n'avons plus confiance à nous mettre autour de la table parce que nous sommes rendus compte qu'il y a des limites. Nous avons au niveau interne épuisé toutes les voies de recours au niveau interne. Donc comme vous venez de dire ça, j'aimerais savoir si c'était une position partagée par l'ensemble des acteurs des forces vives ou si c'était votre position personnelle. Et je termine pour dire que le Premier ministre Gomou a eu quand même un résultat sur lequel il n'a pas du tout su communiquer. Je ne lui ferai pas de reproches, mais Abdoul Sako, d'après ce que j'ai appris, a été libéré suite à plusieurs démarches. J'ai appris que des hauts responsables de la gendarmerie sont allés rencontrer des hauts responsables de la cour d'appel et il y a eu toute une réunion pour que Abdoul Sako soit libre, même si cela n'a pas été suffisamment explicité. Really? Moi, je me rappelle avoir même
tenté de joindre Maître Béa, son avocat et notre avocat, pour lui dire gentiment, j'ai appris que ton client sera libre demain. Donc, je pense que... vous me surprenez. On n'a plus que 2 minutes. Vous me surprenez quand vous voulez mettre sous le compte dans le micro, des résultats obtenus, la question en lien avec la libération d'Abouka. Moi, j'estime que c'est tellement epsilonesque, infinitésimal. Encore une fois, un non-événement. On était en train de travailler sur la levée d'un certain nombre de contraintes qui bloquaient la machine. Après, ils sont venus eux-mêmes créer. Vous savez, monsieur le directeur, vous avez dit la goutte d'eau est assez petite par rapport au volume d'eau de l'océan, mais ça commence quand même par une goutte d'eau. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Vous avez dit quelque chose pour dire que nous avons accepté de discuter avec le PM parce qu'il n'avait pas mandat à Kumba. Quand vous dites ça aussi, je suis surpris. C'est quand même le Premier ministre de la Guinée. Monsieur Bernard Goumou est le Premier ministre de la Guinée. Il est venu nous dire qu'il a reçu le mandat du Premier ministre. Est-ce qu'on pourrait le dire Est-ce que s'il avait mandat, il vous aurait dit, il aurait avoué comme quoi qu'il était dans une par décret du président, il a été désigné comme coordinateur du dialogue interguinéen. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? J'insiste, s'il avait mandat, est-ce qu'il aurait avoué pour vous dire qu'il ne comprenait pas et qu'il y avait des faux comptes? Mon point de vue, c'est que dès l'instant que c'est quand même un Premier ministre, sauf si on ne veut pas se respecter. Ajouter un Premier ministre de transition. Sauf si on ne veut pas se respecter. Etienne, on n'a plus qu'une minute. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde s'attend à ce que vous annonciez un agenda de manifs, que vous repreniez vos manifestations. Est-ce que c'est dans les tuyaux déjà? Est-ce que vous y travaillez ou vous attendez que la communauté internationale s'implique, reprenne les choses en main? Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne sommes pas contents, mais nous le ferons savoir. C'est tout. C'est clair et net. Nous ne sommes pas contents et nous le ferons savoir ces jours-ci. Mais qu'est-ce que vous faites pour impliquer la CEDEAO au moins, puisque vous dites que vous n'avez plus de recours interne? Est-ce que vous avez déjà commencé des démarches en parallèlement, la CEDEAO? Elle est mise au point. Parallèlement, ces activités vont être menées. Vous savez, nous sommes vous voulez qu'on change de médiateur? Est-ce que vous voulez qu'on change de médiateur de la CEDEAO aujourd'hui? Moi, je crois qu'on va continuer à discuter avec la CEDEAO. Le médiateur actuel, je crois qu'il est occupé à faire d'autres choses qu'à faire la médiation. Donc on doit le changer. Non, c'est mon avis personnel. Je crois qu'il doit être occupé. C'est vrai que quand il avait été lui-même nommé, on avait émis quand même des doutes sur sa capacité à pouvoir régler la question au niveau de notre Guinée. Je crois que la CEDEAO doit pouvoir se concentrer sur le cas de notre pays et nous envoyer des personnes, pourquoi pas délocaliser le dialogue. Il faut le dialogue pour que nous puissions sereinement discuter des questions de la Guinée. Parce qu'encore une fois, notre pays se construit aussi quand on a pu stabiliser les choses. Regardez un pays comme le Soudan. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été capable d'asseoir les bases d'une démocratie, d'un consensus national sur un certain nombre de choses, vous perdez votre temps. Parce que même si vous faites des colmatages au niveau des routes, vous construisez quelques petits immeubles, ça ne permet pas au pays de sortir des sentiers battus. Je crois qu'il faut que les gens l'intègrent. De mon point de vue, la refondation aurait pu s'accentuer plus sur ces questions-là. Asseoir, et c'est ça aussi nos valeurs communes. Asseoir le pays sur des fondements. On m'a dit aux États-Unis que ce pays n'est pas assis, que si tu viens de là-bas à Kumba, ce n'est pas que des bétons qu'on a ici. C'est aussi des valeurs fortes. Sur lesquelles le pays est assis. Que personne ne saurait déranger. Etienne Soropogui, président de nos valeurs communes, parti membre de l'ANAD et des Forces vives de Guinée, était notre invité ce mercredi. Voilà, pour complètement fermer ce message d'un de ses grands soutiens, Salenko, le champion des politiciens, tient l'auditoire en haleine, sacré Etienne Soropogui. Message signé Salenko, voilà, qui est un de ses grands soutiens. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous, Etienne. Merci surtout pour cette disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation. Derrière nous, Djetindira avec Mohamed Ba. Restez sur Film FM, le programme continue. Grand merci aux deux Ibrahim Baben Diallo et Ibrahim Silla qui ont géré cette émission au plan technique. On se reprend demain avec Baouri et on aura au téléphone Boubacar Souma depuis la Guinée-Bissau. Au revoir. Vous avez suivi FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma.
Mamadou Diambaldé.